Bonjour, bonsoir de partout où vous nous regardez sur Niwod Info 1. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission Niwod Soir de ce jeudi. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Une mission de la paix menée par 6 dirigeants africains partira dès que possible en Ukraine et en Russie pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur, a annoncé mardi dernier le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour rappel, le 24 février 2022, la Fédération de Russie a envahi son voisin ukrainien. Le 30 septembre de la même année, le président russe Vladimir Poutine a formalisé l'annexion de 4 territoires de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Le bilan est lourd, des pertes en vies humaines, des centaines de milliers de personnes tuées, blessées parmi des militaires des deux camps, mais également des civils et aussi des dégâts matériels très importants sont enregistrés. Alors Mamadou Diouf, la réunification de l'ancien URSS, c'est l'ambition phare de Vladimir Poutine dans ce conflit? Il ne le dit pas, mais c'est ce que les gens semblent apercevoir parce que Poutine, comme on le rappelle assez souvent, est un ancien du KGB. Quand on dit KGB, c'est l'ex-Union soviétique qui voulait toute cette grandeur. Et quand on entend Poutine parler, rappelez-vous, dans ses discours fleuves, il fait toujours ce rappel historique par rapport à l'Union soviétique. On peut le penser également parce que d'autres pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, qui sont sortis, sont en train de vouloir se rallier à l'Union européenne, se rallier à l'OTAN pour se cacher, entre guillemets, quelque part, parce que tous ont l'impression que Poutine veut reconstruire l'URSS. On a vu ce qui a été fait avec la Tchétchénie, mais quand on met ensemble tous ces éléments, on peut le penser, même si Poutine n'a pas dit de façon extrêmement claire que son ambition, c'est de remettre en place l'Union soviétique qui était là avant la Fédération de Russie. Alors, fortement soutenu par les Occidentaux et galvanisé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne continue de résister à cette agression russe après plus d'un an de conflit. Jusqu'où veut aller le dirigeant ukrainien? C'est la question que tout le monde se pose. Puisque après pratiquement plus d'une année de guerre, il y a eu des pertes. 15 mois de conflit. Il y a eu des pertes très fortes au niveau de l'Ukraine. Malheureusement, dans ce conflit, l'Ukraine ne donne pas ses pertes de façon objective, la Russie ne le fait pas. Au contraire, chacun est en train de dire l'autre a perdu tel nombre de milliers de soldats au lieu de s'occuper. Parce que dans un bilan, ce qui est plus logique, c'est que tu te dises combien de soldats tu as perdu, tu as eu combien de soldats blessés, mais chacun s'adresse plutôt à l'autre. Mais on le comprend parfaitement, c'est la guerre de l'information pour décourager l'adversaire. Ce qui fait que ça met les gens en situation difficile. Mais une chose est claire, l'Ukraine n'est pas dans une situation facile. Une chose de prouve, regardez comment le président se débat pour que les pays qui l'accompagnent dans cette guerre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'aident en termes de formation des militaires, l'aident en termes également de matériel militaire. Puisqu'on parle également de la guerre des alliés. Voilà, mais ça montre clairement que l'Ukraine n'est pas du tout dans une position qui soit une position favorable. Au niveau de la Russie, on peut penser que également après 15 mois de guerre, c'est vrai, les sanctions économiques n'ont pas marché comme les gens le voulaient, mais les 15 mois de guerre ont un coût. Et quand on voit la façon dont le président russe a accepté le principe de médiation qui lui a été proposé par le président chinois, on se dit que quelque part également la Russie est en train de subir cette guerre-là. Mais en ce moment, où est la logique de vouloir continuer cette guerre, alors que des deux côtés, il y a déjà un certain nombre de dégâts humains en particulier, et cette guerre coûte excessivement cher à l'économie mondiale, pas seulement à l'économie de ces deux pays. 15 mois après le début de ce conflit, une mission de paix africaine s'annonce en Ukraine et en Russie. Dès que possible, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Quel rôle majeur peut jouer cette mission africaine dans ce conflit? Comme c'est une médiation, il faut ouvrir toujours la porte aux médiations. Il y a déjà des médiations qui sont en cours, dont celle chinoise dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé de façon concrète, puisqu'il y a un émissaire chinois qui a été envoyé en Ukraine, en Union soviétique, qui est en train de faire des démarches. Lula également est allé dans cette même logique. La Turquie a essayé, ça n'a pas encore donné de résultat. Pour moi, ce n'est pas de trop
que les Africains également viennent pour faire de la médiation. La raison fondamentale, c'est que c'est l'ONU qui a échoué sur toute la ligne. Parce que comment l'expliquez-vous? Mais le rôle de l'ONU, c'était d'éviter la guerre. C'est pourquoi l'ONU a été créée. On l'oublie. Alors que si vous regardez de plus en plus, l'ONU se met à gérer des situations de guerre. Le rôle de l'ONU, c'est de faire en sorte que quand il y a des conflits entre des États, qu'on le règle par le dialogue et pas par la guerre. Dans ce conflit, l'ONU a du mal à pouvoir agir parce que la Russie est membre, tout comme les États-Unis, du Conseil de sécurité. Chacun d'entre eux a un droit de veto. Alors que ce droit de veto suffit pour paralyser l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité comme Assemblée générale des Nations Unies. Bon, en ce moment, une démarche de l'ONU est presque vouée à l'échec, à moins que Américains et Russes ne s'entendent sur la démarche, alors que pour le moment, on ne les voit pas s'entendre sur une démarche. Et c'est là où c'est intéressant qu'une démarche africaine puisse être menée, puisque nous ne sommes pas contraints en ce moment par les Nations Unies en tant que telles. Et si les gens parviennent à trouver une plage sur laquelle les deux acceptent de commencer à négocier, ce serait une bonne chose. Parce que quand même, il est temps qu'il y ait des gens qui se lèvent pour que cette guerre s'arrête. Mais surtout pour nous autres Africains qui en payons un très lourd tribut, alors que directement comme indirectement, mais nous ne sommes pas concernés par cette guerre. Mais les conséquences sont là. Regardez les cours du pétrole, regardez ce blé où il faut tous les 2 mois négocier pour qu'on laisse le blé sortir. Regardez la question des engrais, puisque ces 2 pays sont producteurs d'engrais, l'huile de tournesol, etc. Il y a plein d'éléments qui nous intéressent que malheureusement on aurait dû produire chez nous et que nous n'avons pas fait. Et la conséquence, elle est là, elle est énorme à cause de notre dépendance qu'on ne peut malheureusement pas résoudre en quelques mois. Une mission africaine pour trouver des solutions au conflit russo-ukrainien, une initiative de plus, mais pas de trop, vous le dites, et l'ONU s'est montrée favorable à l'initiative. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont également accepté de recevoir cette mission des chefs d'État africains à Moscou et à Kiev, a déclaré le président sud-africain. Mais de combien de pays est composée cette mission et quels sont ces pays? Il y a 6 pays dans la mission. L'Afrique du Sud, bien sûr, puisque c'est le président sud-africain qui a rendu la chose publique en faisant cette déclaration en début de semaine. À côté de l'Afrique du Sud, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez également la Zambie, vous avez l'Égypte, vous avez l'Ouganda, vous avez le Sénégal. Ce sont les 6 pays qui sont là. Et quand on regarde, c'est un peu comme on a pris l'Afrique en zone géographique, on a pris dans chaque zone géographique. Par quels critères, je ne sais pas, mais quand j'ai regardé, c'est la première chose que j'ai vue. On peut alors comprendre que le Sénégal, pour représenter les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, on peut le considérer comme une sorte de représentant des pays d'Afrique de l'Ouest, bien que représentant signifie normalement qu'il ait été choisi par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je ne crois pas que ce soit le cas parce que dans ce qui est dit au niveau des indiscrétions, la chose a été gardée plutôt secrète pendant un temps et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date du dernier sommet de l'Union africaine. C'est de là que la discussion avait commencé. Il faut qu'il puisse y avoir une médiation africaine. C'est-à-dire que c'est une initiative de l'Union africaine? Non, pas de l'Union africaine. Pendant le sommet, la discussion a commencé pour qu'il y ait une médiation africaine. Pour que ça soit une médiation de l'Union africaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Puisque vous avez des pays de l'Union africaine qui sont plutôt partisans de la neutralité, mais vous avez des pays de l'Union africaine qui ont soutenu la Russie. Tout comme vous avez des pays de l'Union africaine qui ont condamné la Russie. Donc l'Union africaine en tant que telle, est-ce qu'on peut permettre s'attendre à ce que tous ces pays prennent une position? Ça va être beaucoup plus compliqué. On a préféré prendre 6 chefs d'État. Au même moment, Mamadou Diouf, une question qu'on se pose, l'Afrique du Sud a annoncé l'initiative, mais est-ce à dire que ce pays est l'initiateur principal du projet? En réalité, il y a une fondation qui s'appelle Fondation Brazzaville, dirigée par Jean-Yves Olivier, qui a déjà fait un travail de terrain, qui a également fait du lobbying, qui a publié dans un journal français un texte où il parlait du rôle que l'Afrique doit pouvoir jouer en termes de médiation dans ce conflit. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne date pas de la déclaration, c'était bien avant. Ceux-là sont déjà allés à Kiev, ils sont déjà allés à Moscou, puisque vous avez des structures comme ça qui travaillent pour la paix, qu'on ne voit pas trop, qui interviennent dans le cadre des médiations et qui font porter ce travail
par des personnes. Ce monsieur, par exemple, et son organisation ont participé à la libération de Mandela. Ils ont participé aux négociations au niveau de la Libye, au niveau de la Centrafrique, alors que vous ne les voyez pas. Mais vous avez plusieurs organisations de la sorte qui font ce travail sur le terrain discrètement et après le font porter à d'autres. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est pouvoir ouvrir des pistes pour trouver une solution par la négociation, puisque la médiation, c'est ça leur cœur de métier en quelque sorte. Donc cette organisation a fait un travail préalable à approcher certains chefs d'État africains pour que les gens aillent dans le sens de faire ce travail-là. Et c'est ça qui est en train maintenant de prendre forme de façon concrète. Et c'est ça que le président sud-africain a annoncé maintenant de façon officielle en début de semaine. Et selon vous, qu'est-ce que cette mission africaine peut proposer comme solution? Dans tous les conflits de ce genre, les protagonistes ne disent jamais non à la négociation de façon totale. C'est déjà une porte ouverte. Maintenant, autant on ne dit pas non de façon totale, autant le oui est conditionné. Le rôle, ce sera comme on le fait dans une médiation, non pas de dire aux deux, venez vous asseoir, asseyez-vous, on va vous dire la vérité, arrêtez de faire la guerre, ça ne mènera absolument à rien. Mais, puisqu'ils ont prévu d'aller à Kiev, ils ont prévu d'aller à Moscou, mais ils demanderont à Moscou, mais nous pensons qu'il faut que la guerre s'arrête. Selon vous, dans quelles conditions la guerre doit s'arrêter? Ils feront la même chose avec Kiev. J'espère qu'ils prendront tout leur temps parce qu'il va falloir des va et des viens, soit de la part des chefs d'État eux-mêmes ou bien de personnes bien rodées en matière de médiation pour qu'on puisse progressivement avoir des éléments de discussion, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on va discuter, des éléments de convergence, des éléments de divergence, puisque c'est comme ça qu'on fait, on les classe. Et après, quand on discute, on commence par les éléments de convergence pour qu'il y ait quand même un espace de discussion qui soit serein. Après, on va vers les éléments où il y a des contradictions pas trop fortes. On finit par les contradictions les plus fortes. De façon générale, c'est comme ça qu'on fait une médiation. Mais ce n'est pas à la médiation africaine de venir et de dire directement aux Russes ou aux Ukrainiens, voilà les conditions dans lesquelles les choses vont se faire. Ils viendront bien sûr avec quelque chose. Oui. Mais qu'ils ne viendront pas présenter directement. Généralement, c'est quelque chose, on l'utilise. Quand les deux ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, on propose un document de sortie de crise qu'on remet à chaque partie pour que chacun amende et accepte ce qui est proposé à l'intérieur. L'Ukraine comme la Russie ont des relations de partenariat avec beaucoup de pays africains, surtout la Russie. Est-ce que dans cette médiation, véritablement, l'Afrique a une carte à jouer? Oui, moi je crois que l'Afrique a une carte à jouer. Quand le président Macky Sall est parti en Russie, les gens avaient dit mais qu'est-ce qu'il part faire là-bas? Est-ce qu'il n'a pas été envoyé même par les Français, les Américains? Non, il y avait une carte à jouer à l'époque. C'était la carte des céréales, c'était la carte des engrais, c'était un risque qui était là par rapport au continent africain. Et il a joué cette carte en tant que président de l'Union africaine. Pas en tant que président sénégalais tout simplement, mais en tant que président de l'Union africaine. Il était d'ailleurs parti avec le président de la Commission africaine. Pour dire simplement que, tout à fait, pour dire simplement que si 6 pays viennent, qu'on en fasse une initiative africaine, qu'il y ait la caution de façon générale de l'ONU, qu'il y ait la caution également du président actuel de l'Union africaine, puisqu'il s'est prononcé là-dessus, le président comorien. Mais il y a déjà un appui qui est là. Et si vraiment Russes et Ukrainiens acceptent qu'il est temps de sortir de la guerre, il y aura peut-être une possibilité de trouver un espace, un terrain d'entente. Et pourquoi pas aller dans le sens après de joindre les médiations, parce que la médiation chinoise est déjà en cours. Il y a Lula qui est partisan. Si vous prenez Lula, vous prenez la Chine, vous prenez l'Afrique du Sud, mais les BRICS sont déjà en place. Pourquoi ne pas mettre les BRICS, mettre l'Afrique et venir dire aux gens, mais attendez, vous n'êtes pas le monde. Nous faisons partie du monde. Votre guerre est en train de déséquilibrer le monde et votre guerre nous envoie vers des lendemains qui sont des lendemains incertains, mais qu'on tape en ce moment du poing sur la table pour le dire, il faut que la guerre s'arrête. Ce qui était le rôle de l'ONU, mais que l'ONU ne peut pas jouer, malheureusement. Au même moment, la bonne nouvelle, l'ONU est favorable à cette médiation, Kiev et Moscou également. De l'autre côté, l'annonce de cette médiation africaine survient par ailleurs après de récentes tensions entre Pretoria et Washington autour de la question russe. Y a-t-il une explication à ça?
Je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard du calendrier ou bien est-ce que le président sud-africain... C'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas. Ou bien le président sud-africain a voulu enterrer cette affaire-là. Parce que faut rappeler que les accusations de l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, disant que l'Afrique du Sud a vendu des armes à la Russie, en indiquant même un navire de guerre russe qui est venu au niveau des ports de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a totalement démenti cela. D'ailleurs, le diplomate même a fait un peu de reculade par rapport à sa forte déclaration au départ. Le président sud-africain même a demandé qu'on mette en place une commission d'enquête parce qu'officiellement, l'Afrique du Sud n'a pas vendu des armes à la Russie. Maintenant, le président en a profité également pour dire mais pourquoi on fait autant pression sur lui, sur l'Afrique du Sud, pour qu'il prenne position contre la Russie, alors que c'est un pays souverain, qui lui préfère cette posture d'indépendance, d'autant plus que eux, en tant qu'ANC, ils n'ont pas oublié que pendant longtemps, c'est la Russie qui les a soutenus. Ce n'est pas les Occidentaux qui les ont soutenus dans la lutte contre l'apartheid. Les Occidentaux ont été les derniers à venir alors que les Russes les ont tout le temps soutenus. Donc il y a une relation historique entre la Russie et le pouvoir actuel, qui est un pouvoir de l'ANC, qui permet de comprendre pourquoi l'ANC ne condamne pas la Russie comme les autres veulent le faire. Maintenant, est-ce que c'est une façon également pour le président sud-africain de sortir de cette pression où les gens veulent coûte que coûte le mettre dans le camp contre la Russie pour, en faisant une médiation, on est maintenant dans l'impossibilité de pouvoir avoir un camp. Parce que si un médiateur vient et on sait que le médiateur, il est pro tel camp ou tel autre camp, c'est clair qu'à 80%, la médiation a déjà échoué. Maintenant, en tant que médiatrice, l'Afrique du Sud ne peut plus, dans ce conflit, se positionner pour l'Ukraine ou bien pour l'Afrique du Sud. C'est peut-être également une stratégie pour sortir de cette sorte d'étau dans lequel on a mis l'Afrique du Sud pendant un temps. Alors, toujours pour mieux comprendre, l'Afrique du Sud est membre des BRICS tels la Russie, une médiation africaine conduite par l'Afrique du Sud, au même moment où on sait que Pretoria doit accueillir un prochain sommet des BRICS. Est-ce que le président Cyril Ramaphosa est en train, quelque part, d'anticiper également sur les événements? Mais bien sûr, il y a cette le pays est en bonne position face à la Russie. Il y a cette grosse équation qui est là. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un sommet des BRICS sans la Russie? La Russie est invitée à prendre part à ce sommet. Ce n'est pas seulement invité. La Russie est membre et la Russie n'est pas un des plus petits membres au niveau des BRICS. Son absence pourrait être interprétée de toutes les façons. Est-ce que l'Afrique du Sud va attraper pour remettre à la CPI le président Poutine? Et la question était sur la table. Tout à fait. Déjà. Mais ça fait partie déjà des pressions sur l'Afrique du Sud dont parle le président Cyril Ramaphosa. Mais je ne crois pas que l'Afrique du Sud va le faire, puisque un président, c'est un président, c'est vrai. Mais quand El-Béchir est venu en Afrique du Sud pour un sommet, l'Afrique du Sud n'a pas accepté de l'arrêter et de le mettre à la disposition de la CPI, bien que même à l'intérieur de l'Afrique du Sud, il y avait des structures qui réclamaient son arrestation. N'en parlons pas de la pression sur le plan international. Bon, je ne veux pas dire que Béchir est un petit président, mais si on n'a pas attrapé Béchir, je ne crois pas qu'on va arrêter Poutine. Le président sud-africain l'annonce, une mission africaine se rendra dans les deux capitales, Kiev et Moscou, dès que possible, mais sans préciser de date. Un des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères a dit hier, mercredi, que ça sera dans la première semaine du mois de juin, sans donner la date précise. Certainement, puisqu'il y a plusieurs présidents, il y a 2 présidents qu'il faut aller voir. Ils sont en train d'arranger les agendas, puisque c'est très compliqué quand on veut les déplacer en même temps. Quand ils auront fini d'arranger les agendas, certainement, s'ils veulent le publier, on saura quand est-ce qu'ils iront à Moscou, quand est-ce qu'ils iront à Kiev, peut-être même aux États-Unis, parce que dans la médiation... Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que les détails près soient communiqués sur cette médiation, l'agenda notamment... Ils peuvent publier l'agenda en disant que nous irons à Kiev à tel jour, nous irons à Moscou tel jour, nous irons rencontrer les Américains ou bien l'OTAN à tel moment, puisque c'est quoi qu'on dise, l'OTAN est impliquée dans cette guerre et quand on veut que cette guerre prenne fin, il va falloir regarder également de ce côté. Mais les détails, nous ne les aurons pas, parce qu'une médiation ne se fait pas dans la rue. Ça se fera avec les partis,
jusqu'à ce qu'il puisse y avoir quelque chose de consistant qui mérite d'être dit, c'est en ce moment que les gens auront peut-être les premières informations sur là où les gens en sont. D'ailleurs, même les bonnes médiations ne s'annoncent pas. Souvent, les médiations qui réussissent ne disent pas nous faisons de la médiation, les gens travaillent en dessous. C'est du jour au lendemain qu'ils sortent pour dire bon, on a obtenu tel résultat et c'est en ce moment qu'on fait l'historique maintenant pour expliquer aux gens par où on est passé parce que ce conflit a des enjeux qui sont quand même énormes et qui dépassent la Russie et l'Ukraine. Alors c'est clair, cette médiation, ce n'est pas une initiative de l'Union africaine, mais une initiative propre à 6 dirigeants africains. Mais est-ce que après il y aura à rendre compte? Oui, mais bien sûr, une réussite de cette mission serait une réussite d'une mission africaine. Parce que même eux-mêmes parlent de mission africaine. Oui. Et bien sûr, c'est des présidents de la République, ils auraient pu dire mission de l'Union africaine. Si c'était la mission de l'Union africaine, ils ont parfaitement fait la part des choses dans l'appellation, ce n'est pas anodin. Mais s'ils réussissent, ça sera également au bénéfice de l'Union africaine. Je me dis que si ça réussissait, ils ne manqueront pas de demander au président actuel de l'Union africaine d'être là s'il faut signer des papiers pour représenter l'Afrique à côté des pays qui ont fait la médiation. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause. On se retrouve pour le plateau de l'invité.